Que faire quand il n'y a plus d'espoir? Que faire lorsqu'il n'y a plus rien à défendre? Le devoir? L'amour? L'amitié? Eren semble leur avoir tout pris. Leur patrie, leur famille, leur futur, leurs espérances. Par le grand terrassement, il a confisqué à ses compagnons la chose la plus précieuse, leur libre arbitre. En déclenchant l'apocalypse pour protéger les siens, Eren Yeager devient le fossoyeur de leur liberté. Aucun choix, aucune discussion ne leur est possible. Les mettant dos au mur, il a décidé égoïstement de mettre sa liberté au-dessus de celle des autres. Parce qu'il en a le pouvoir. Devenu un être divin, il est libre d'agir à sa guise, sans contrainte, s'affranchissant de la morale. Une liberté absolue, celle qu'il recherchait tant. Mais est-il véritablement digne de cette liberté? Dans le port d'Odia, un nouveau drame se joue. L'Alliance a enfin atteint le hangar des Azumabito et prépare la contre-attaque. Mais les titans colossaux déferlent à l'horizon. Il faut gagner du temps. Hansi, 14e major du bataillon d'exploration, monte en première ligne pour permettre à ses compagnons de partir. Ce n'est pas un combat, mais un sacrifice. Que peut faire un simple être humain face à la vague sans fin de monstres destructeurs? Hansi se tient seul face au grand terrassement. L'humanité face à l'apocalypse. Le major retrouve l'espoir et le futur qu'il pensait avoir perdu. Ne pas renoncer, assumer, retrouver sa liberté, celle de faire le choix de défendre l'humanité. Le chapitre 132 apparaît à la fois comme un déchirement et un tournant de l'arc final. Si on assiste à la séparation déchirante des membres de l'Alliance, le chapitre est surtout marqué par la mort de deux personnages, dont l'un des plus emblématiques et aimés des fans. Mais avant cela, il nous faut nous attarder sur la première scission du groupe. D'un côté, nous avons le groupe composé par Mikasa, Armin, Reiner, Connie, Jean, Pieck et Levi, auquel on doit pouvoir ajouter Oyon Koppo. De l'autre, nous avons Annie, Falco, Gabi, Annie et Yelena. Cette séparation est intéressante car nous avons un groupe exclusivement tourné vers le présent ou le passé. Jean a abandonné l'idée d'une situation paisible et confortable en rejoignant la rébellion d'Hansi. Reiner ne pense qu'à expier ses fautes passées, se sentant en partie responsable de la situation. Pieck obéit aux derniers ordres de Magat et veut honorer son devoir envers ses camarades morts. Connie, c'est Connie, du coup il n'a pas vraiment de projet, ayant toujours été un personnage très ancré dans l'instant présent. Levi, lui, veut tenir sa promesse faite à Erwin de pourfendre Sig. Mikasa et Armin, eux, veulent retrouver Eren et le ramener. Le bataillon d'exploration qui prend place dans l'hydravion incarne parfaitement les valeurs qui ont toujours été les siennes. Le renoncement à soi et la défense de l'humanité. Chaque personnage semble avoir renoncé à avoir un avenir, à la fois par devoir, mais aussi pour solder le passé que chacun porte comme un fardeau. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le seul membre de l'équipe qui n'a jamais fait partie du bataillon d'exploration, à savoir Pieck, arbore ostensiblement durant tout le chapitre une veste du bataillon portant les ailes de la liberté, comme pour signifier son ralliement à celui-ci. Cependant, si j'ai dit que tous les personnages semblent avoir renoncé à l'avenir, cela n'est pas totalement vrai pour Armin. Ce dernier est le seul qui semble posséder quelque chose qui puisse tourner son regard vers le futur. Ce quelque chose, c'est bien sûr sa relation avec Annie. Si Isayama a très peu développé les romances entre les personnages, l'affection entre Armin et Annie est ici plus qu'explicite. À travers leurs discussions dans le chapitre 131 et le jeu de regard dans le 132, on comprend très bien l'attirance que l'un a pour l'autre. De tous ceux qui montent dans l'hydravion, Armin est le seul qui a une perspective d'avenir, une perspective qui s'incarne dans le potentiel amour qu'il a pour Annie, à savoir si cela sera suffisant pour l'épargner. A l'opposé, Falco et Gabi sont enfermés dans la cabine du bateau, les adultes ayant décidé que cela serait trop dangereux pour eux. La décision de Pieck, qui semble être validée par l'ensemble du groupe, peut pourtant étonner. Gabi a plusieurs fois montré ses qualités de guerrière tout en ayant un sens de l'improvisation certain, alors que Falco possède le titan mâchoire, même s'il ne le maîtrise pas totalement. On me dira que Gabi, ne maîtrisant pas le dispositif tridimensionnel, et Falco, ne maîtrisant pas son titan, ne sont pas des grandes pertes en termes de puissance de frappe. On peut y voir, au-delà d'un choix pragmatique, quelque chose d'autre. Le fait qu'on mette les deux enfants, ceux-là même qui ont pu explorer et comprendre les deux camps à l'abri de la catastrophe, est très signifiant. Comme si on protégeait l'avenir qu'ils représentent. Aux adultes, la charge du présent et le devoir de solder le passé. Aux enfants, d'avoir la charge du futur. Le seul cas à part est bien entendu Annie.
Malgré ce sentiment, elle n'a plus la force de se battre. La seule chose qui comptait pour elle, la promesse envers son père, a disparu avec la destruction de Revelio. Elle fait brutalement l'expérience de l'absurde. La seule chose qui donnait un sens à sa vie a disparu. Elle qui n'a jamais eu de loyauté pour Mar, ou d'affection particulière pour ses compagnons, qui a toujours montré une distance vis-à-vis de ses semblables, se retrouve complètement démunie. Criminelle de guerre, sans patrie, sans amis, sans famille, elle n'a plus rien à défendre. Un seul être manque et le monde est dépeuplé. Il peut paraître étrange de voir un personnage aussi emblématique qu'Annie être mis sur la touche. Cela se justifie par le fait qu'elle est la seule à ne plus trouver de raison de combattre. Elle ne peut que sombrer dans le désespoir face au vide de sa propre existence. Même ce qui semble y avoir entre elle et Armin semble insuffisant pour la sortir de son désespoir. Elle n'aspire qu'à disparaître en paix. Pourtant, dans ses échanges de regards avec Armin, dans cette embrassade avec Rainer, on la sent vaciller, mais ce n'est pas assez pour l'instant. Mais avant de décoller, voilà qu'un Frog sauvage... Quoi? Oui? Salut Fury, ça va? Oui, je suis en train de faire la review là. Quoi la carte dans le flashback? Qu'est-ce qu'elle a la carte? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que j'en ai à faire de la carte? Ok. Bon, ok. Ok, je regarde. Alors, voyons un peu ça. Oh putain! Alors apparemment ça traînait sur quelques forums et apparemment on me dit que j'étais le seul qui était pas au courant. Donc, je vais faire le mec étonné qui découvre le truc sur le moment. On s'est rendu compte que la carte de l'attaque des titans, qui représente les continents, est en fait une carte inversée sur l'axe nord-sud est-ouest de l'Afrique et de l'Europe. Le monde de l'attaque des titans est une version inversée d'une autre. On y retrouve les mêmes éléments, mais inversés. Ce qu'on appelle le mainland, qui correspond à l'ancien empire d'Eldia, s'étendant sur une version inversée de l'Afrique. Tout le fait que parfois on retrouve certains noms liés à des villes africaines. Les villes dont parlait Yelena dans le chapitre précédent semblent se situer sur les côtes d'une Méditerranée inversée. On retrouve mine de rien, à l'origine, les positions des peuples romains et germaniques, avec les Germains au nord-ouest et les Romains sur le pourtour de la Méditerranée, mais de manière inversée sur un continent africain retourné. Et on se rend compte que l'île du Paradis correspond à l'île de Madagascar. Correspondance qui, pour le coup, est loin d'être anodine, car l'île avait été pressentie entre 1938 et 1940 comme territoire où exilés les Juifs par le régime nazi, qui abandonna le projet pour une solution plus radicale. Dans le monde de l'attaque des Titans, ce sont les Germaniques eux-mêmes qui se sont exilés sur l'île, et le génocide a bien lieu. Non pas celui d'une population précise, mais celui de l'humanité. Une histoire semblable, donc, mais différente. Encore une fois, Isayama prouve la probable maîtrise des connaissances historiques. Revenons à notre histoire. Je disais donc qu'un Frog sauvage apparaît dans le hangar. Avant de finir la trachée transpercée par le grappin de Mikasa, il réussit à tirer sur le réservoir, retardant le départ. On peut juger décevant, voire critiquable, que la mort de Frog n'implique pas une ultime confrontation avec Jean, alors que depuis une dizaine de chapitres, Isayama avait construit une belle opposition entre les deux. Mais on peut très bien imaginer que pour Jean, la véritable confrontation sera avec Eren, dont le rapport, lui, est construit depuis le début. Surtout que, quand on y réfléchit, n'est-il pas plus cruel de réduire Frog à un simple ressort scénaristique? Si ce rebondissement était plus que prévisible, ce qui rend sa réalisation en partie un peu décevante, on ne peut pas y voir une forme de cruauté d'Isayama envers son personnage? Celui qui rêvait d'être le héros de sa propre histoire. Lui, le figurant de Shiganshina qui avait survécu au massacre des recrues par hasard. Lui, Frog, le sauveur d'Eldia, est réduit à un simple rebondissement scénaristique prévisible. N'y a-t-il pas de fin plus cruelle? L'événement majeur est bien sûr le sacrifice d'Annecy pour permettre à ses compagnons de fuir le hangar avec leur avion. Une mort à la fois épique et éprouvante pour l'un des personnages préférés de la série. Annecy a toujours incarné les valeurs du bataillon. La recherche de la connaissance, le désir de liberté et d'explorer le monde, et le renoncement à soi pour défendre le collectif. Le bataillon d'exploration incarne des valeurs humanistes en exprimant à la fois des désirs propres à l'humanité tout en se consacrant à sa défense. Annecy, en tant que 14e major, a été très critiqué par le fandom pour certaines de ses décisions ou son manque de leadership. Et je ne vais pas m'étendre ici sur les critiques contre Annecy parce qu'on est dans une review et que j'ai autre chose à faire. Par contre, vous pouvez aller voir les vidéos de Worldview Anime avec lesquelles je suis en totalité d'accord. Quoi qu'on en dise, Annecy, sur la fin, devient l'incarnation du bataillon. Et par extension,
l'incarnation de l'humanité qui se tient face à la monstruosité inhumaine des colossaux. Elle qui disait avoir perdu espoir et avenir, donne sa vie pour les retrouver. Ne voulant pas disparaître dans un murmure, elle s'offre une fin éclatante où brille l'espoir d'une humanité qui ne renonce pas. Dans la mort, elle fait le choix de la vie, comme le laisse présager son nom de famille. En effet, comme le reste des personnages, son nom et son prénom possèdent une forte valeur symbolique. Hansi est l'équivalent féminin de Hans, soit Jean en français. Ainsi, en le francisant, on aurait soit Jeannette, soit Jeanne. À noter qu'Hansi reste un nom aussi bien féminin que masculin. Or, il est intéressant de noter que cela peut évoquer un personnage historique qui possède lui aussi une indistinction de genre. On peut en effet évoquer le personnage légendaire de la papesse Jeanne, une femme travestie qui aurait monté les échelons de la hiérarchie catholique au IXe siècle grâce à son érudition, sa bonté et sa piété pour être finalement choisie comme pape par le peuple de Rome. Ce rapprochement, au-delà de l'indistinction de genre, est d'autant plus marquant que les deux personnages partagent une affection particulière pour la connaissance et une bonté humaine certaine. On pourrait même aller plus loin en se disant que Jeanne évoque bien sûr notre Jeanne d'Arc nationale, une femme qui suit une vision divine, prend les armes contre l'envahisseur anglais durant la guerre de 100 ans. Le rapprochement, même s'il est contestable, évoque une fois de plus un trouble dans le genre avec une femme qui s'habille et agit comme un homme. Et pour le coup, les deux personnages auront une fin tristement similaire par le feu. Et cette fin par le feu, elle semble définitivement inscrite dans la destinée d'Hansi à cause de son nom de famille, Zoé. Car tel fut le destin de Sainte Zoé d'Atalia, morte en martyr sur le bûcher, et de Sainte Zoé de Rome, suspendue par les cheveux à un arbre et asphyxiée par la fumée d'un feu allumé sous elle. Au-delà de ces morts liées au feu, le choix d'Hansi fait particulièrement sens avec son nom. Zoé vient du grec et peut se traduire par vie. Or c'est bien ce choix que fait Hansi. Elle fait le choix de la vie. Une vie pour tous, une vie pour l'humanité, le choix d'un avenir pour les autres. Hansi dans la mort devient l'incarnation parfaite du bataillon, donnant sa vie pour la liberté et la protection de l'humanité. Virevoltant dans les airs, nimbée de flammes, elle devient les ailes de la liberté. La mort d'Hansi appelle naturellement un parallèle avec la mort de Frog. Les deux ont en commun de mourir pour leurs idéaux. Frog pour la nouvelle Eldia, Hansi pour l'humanité. L'un est fidèle à sa patrie, l'autre à l'humanité. Deux choix qui les opposent radicalement et pourtant, chacun se réclamant de l'héritage d'Erwin, s'est constitué en tant que leader de son groupe. Cette opposition est marquée par la mise en scène. Frog meurt dans l'obscurité du hangar, au sol, de manière pathétique, en se noyant dans son sang. Hansi, elle, meurt en plein jour, en l'air, dans un dernier coup d'éclat. Frog se noie dans son sang et apparaît trempé à cause de son séjour dans l'eau. Hansi meurt en prenant feu, incinéré par la chaleur des colossaux. Une opposition donc qui se construit à la fois à travers leurs valeurs, la mise en scène et les symboles. Je ne vais pas épiloguer sur le choix d'Armin comme nouveau major, parce que le sujet fait déjà fureur chez les fans et que je n'ai pas envie que l'on se focalise sur ça. Je dirais juste que le choix d'Armin peut sembler cohérent, non pas d'un point de vue pragmatique, mais d'un point de vue lié à une vision commune. Armin, comme Hansi, est animé par le désir de paix, mais aussi l'esprit de découverte. Sûrement que pour Hansi, Armin n'est pas nécessairement le meilleur chef, mais celui qui incarne le mieux sa vision. En plus de posséder des capacités stratégiques certaines, Armin est l'héritier direct d'Hansi, avec l'espoir que celui-ci puisse diriger un bataillon explorant un monde en paix. La transmission d'un héritage, donc, qui nécessite d'être dépassé pour un avenir espéré. Le prénom même d'Armin présage de ce choix. Armin trouve l'une de ses origines dans Arminius, le nom d'un chef de tribu germanique connu pour avoir anéanti 3 légions romaines au cours de la bataille de Teutobourg, une des plus cuisantes défaites infligées aux Romains. Certes, le choix aurait pu, d'un point de vue pragmatique, être différent. Jean a souvent été vendu comme un potentiel leader. Levi est le plus ancien et le plus expérimenté. Mikasa la plus forte. Et Connie, c'est Connie quoi. Elle n'allait pas proposer ça à Rainer ni à Pieck, qui sont à l'origine des ennemis. Pieck est un membre juste honoraire du bataillon. Rainer est trop instable et il reste des tensions qui empêcheraient de le suivre. Jean, lui, sait commander, mais n'a pas la conviction que peut avoir Armin dans l'avenir. Levi n'a jamais été un meneur, et Mikasa trop investi émotionnellement. Certes, comme Armin, mais dans une moindre mesure. Armin semble être un choix plus cohérent du point de vue des valeurs. Il est aussi naturellement l'héritier d'Erwin, de par le choix fait à Shiganshina. En choisissant Armin, Hansi donne du sens au choix de Levi ce jour-là. S'il manque encore de confiance en lui, il ne faut pas oublier que le leadership ne semble pas être la caractéristique principale lorsqu'on travaille avec un petit groupe de personnes que vous connaissez depuis longtemps.
Pas comme à Shiganshina, on l'avait bombardé sur un pari à la tête d'un groupe qu'il ne connaissait pas et qui ne le reconnaissait pas tout de suite en tant que chef. Reste à savoir s'il sera capable de garder son sang-froid et de ne pas craquer comme les autres fois, ce qui reste son plus gros défaut. Mais on sait qu'il a à ses côtés quelqu'un comme Jean pour le reprendre. Sa promotion à la tête du bataillon fait aussi écho à cette prophétie qu'avait faite Eren au moment où il fallait choisir entre Erwin et Armin. Ce n'est pas lui, Eren, qui sauvera l'humanité, lui est obnubilé par la haine. Armin, lui, continue de rêver du monde extérieur. Cette déclaration presque prophétique fait d'Armin, d'un point de vue symbolique, le meilleur candidat. S'il y a un avenir, le bataillon d'exploration n'aura plus besoin de quelqu'un pour combattre les titans, mais de quelqu'un ouvert à l'extérieur, qui explore, qui communique et qui rêve des merveilles du monde extérieur. Le chapitre se conclut sur la séparation de l'Alliance, mais surtout une Annecy apaisée dans un au-delà paisible, retrouvant ses compagnons morts au combat. Dans cette espèce de paradis ou de Valhalla réservé au bataillon d'exploration, elle revoit ses compagnons qui l'attendent pour qu'elle leur raconte son histoire. Elle peut quitter ce monde en paix et le confier à ceux qui portent les espoirs de l'humanité.